Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Voici le Vidéolandia. Pour samedi, le 15 mai 2021, le Vidéolandia numéro 20. J'ai toujours dit que Mont-Saint-Hilaire, c'était la ville à la campagne, n'est-ce pas? Nous sommes ici en plein cœur de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, M. Pierre-Henri Barnezet, directement de France. Pour qui parle ce Bernard de Montréal? Et dans le club créé des abonnés du mois de mai, qui parle par Bernard de Montréal? Ne manquez pas d'aller lire le complément de Gilles Surprenant, qu'on retrouve le lien directement ici en bas du Vidéolandia sur YouTube. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Et le créateur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaster. Bonne émission. Eh oui, c'est le printemps. Maintenant, on peut dire qu'on peut semer. Et ici, à Mont-Saint-Hilaire, il y avait une tradition qu'on appelle le cheval blanc. Dans la montagne de Mont-Saint-Hilaire, la dernière portion de la montagne qui va dégeler, c'est le cheval blanc. Et alors, vous voyez l'image du cheval blanc? Je l'ai photographié il y a déjà plus d'un mois, parce qu'il est disparu avant la fin du mois d'avril. Ce qui voulait dire que le temps était venu de pouvoir ensemencer dans les champs pour les habitants, autour de Mont-Saint-Hilaire, ça s'active partout. Mais il n'y a pas qu'ici au Québec. Là, notre invité de cette semaine, il vient de France via Zoom, et vous l'avez connu au mois de mars, au Vidéolandia numéro 8. Il s'agit bien sûr de Pierre-Henri Barnezet, l'auteur du livre « La radioactivité, c'est la vie ». Tout un thème, hein? Alors, on le retrouve en pleine forme. Bonjour, Pierre-Henri, bonjour. Bonjour, Richard. Ah, ben, c'est un grand plaisir de te retrouver. Toi aussi, tu es dans le jardinage, hein, et plus même. Oui, ben, ici, cette année, on a un peu le climat du Québec, hein, presque. Hein. Ah oui? Le climat se refroidit. Ah, le climat se refroidit, là, hein, depuis, contrairement à ce qu'on nous Nous, raconte. on a eu une petite période de chaleur au début du mois d'avril. On se pensait que le printemps était arrivé vraiment. Il y a même des bourgeons qui ont éclos au début d'avril. Oui. Mais après, le mois d'avril, c'est tombé. Puis là, au mois de mai, on est dans le froid, là, autour de 5 degrés la nuit. C'est pas bon de faire des pousses dans le jardin. Ici, ça peut geler. C'est pas très... Oui, ben c'est un peu pareil ici. Ce matin, ici, il y avait 3 degrés, tu vois. Combien? Quand je suis sorti ouvrir aux poules, il y avait 3 degrés ce matin. Ah ben, et donc, monsieur, on a eu un vraiment mois de froid. mars, on a eu un peu de chaleur au mois de mars. Et par contre, le mois d'avril, les 17 premières nuits d'avril, il a gelé. 17 nuits, à la fin de la nuit, tout était gelé jusqu'à -3, -4, Ouais. tout le mois d'avril. Et après, après c'était gris, tout le temps gris, hein. Pas beaucoup de soleil. Et avant-hier, donc le 10 mai, il est tombé 300 mm d'eau en 24 heures. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait, mais les sources regorgent d'eau, l'eau sort de toutes les sources. Il faut dire que les Cévennes, c'est la région la plus arrosée de France, hein, donc c'est un peu normal. Il tombe à peu près 1,80 m d'eau ici, 1800 mm d'eau par an à peu près. Hein. Et comme à l'automne, il y avait un petit déficit, ça s'est rattrapé maintenant. Mais du coup, c'est un déluge, c'est un vrai déluge pour le jardinage. Ça va tout pourrir, ça va être complètement... Oh non, ça risque pas de pourrir parce que la terre est très légère. Ici, on a une terre sableuse qui est très légère. Donc la terre, elle boit l'eau. On n'a jamais d'inondation, paradoxalement. Même s'il tombe 1 mètre d'eau, on n'a pas d'inondation parce que tout dévale la montagne, tout est en pente. Donc tout dévale la montagne et ça part tout en bas. Ben oui, tu es sur le flanc des Pyrénées, hein? Non, du Massif central. Ah, du Massif central, c'est vrai, tu m'avais expliqué. Les Cévennes, c'est le sud-est, c'est le flanc sud-est du Massif central, tu vois. Oui, je me souviens, on avait fait un tour d'horizon de ton territoire
Ah, ben c'est ça. Ben, Euh, moi, ici, à Mont-Saint-Hilaire, c'est la même chose. Je suis sur le flanc du Mont-Saint-Hilaire. Donc, évidemment, on ne sera ah, jamais inondé. Ça descend. oui, voilà. Ouais. L'avantage d'être un peu sur une pente. Ouais. Mais Ça, je pense que tu as aussi, non seulement des plantations, du jardinage, mais tu as aussi des animaux. Tu as parlé des poules. Est-ce que tu as d'autres animaux? oui, oui, j'ai 5 poules et 2 cannes. Ouais. Et deux Cinq cannes. poules et 2 cannes dans une grande volière. Oui. Et en plus d'un bon potager qui doit faire 160 mètres carrés à peu près, quoi. Alors c'est sûr que c'est du boulot, hein, il faut quand même. Oui. Oui, oui. Ça prend du temps, mais bon, par les temps qui courent, c'est plus prudent quand même. S'il y a une rupture de l'approvisionnement alimentaire, Oui. je serais bien content de trouver mon potager pour survivre, hein. Tiens, on remontre ta maison. Une photo qui date de quelques années déjà Oui, quand même. Mais on voit que tu as tes plaques oui, oui, solaires. oui, Tu es équipé oui, pour oui, être autonome en électricité, autonome en eau. Tu c'est as ça, ton oui. puits. Oui. Ah ben, autonome en eau, c'est tout le village, hein. Ah On oui, on ah est, bon. on est, ouais, ouais, on est une des dernières communes du département à ne pas avoir de compteur d'eau. C'est très rare, hein. Je crois qu'on est même la dernière commune du département à ne pas avoir de compteur d'eau. Ah, Donc on est 21 propriétaires, on gère nous-mêmes notre réseau d'eau. Et c'est de l'eau de source, donc qui n'est pas traitée, qui descend de la montagne, on s'en occupe nous-mêmes. Et eh voilà, oui. elle est juste analysée par les services de santé une fois tous les 6 mois. La phobie des microbes, bien sûr. Et puis c'est tout, quoi. Et pandémie, juste un petit son de cloche, comment ça se passe par chez vous ici? On est sur la Ah bah, fin du écoute, confinement, là. Ils disent que pour l'été, il va faire beau et chaud. Ils vont nous arrêter le ouais. confinement. Alors, c'est un peu c'est un peu la torture de la baignoire à l'eau chaude et à l'eau froide. Donc, tu imagines que moi, je suis l'état profond. Donc, je prends le peuple français par la main, je lui plonge la tête dans la baignoire. Je lui dis, alors, tu veux accepter le vaccin? Blup, 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 au fond de la baignoire, tu le ressors. Alors, tu veux te faire vacciner? Non. Hop, on replonge dans la baignoire. Deuxième confinement, blup, 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 blup. Tu ressors de la baignoire. Est-ce que tu veux te faire vacciner? Non. Ploup, on replonge dans la baignoire. Troisième confinement, c'est celui qui se termine maintenant, Ah oui, qui oui. est terminé, mais il y a encore le couvre-feu, hein. Alors, Ah, alors, ils font durer le plaisir, ils font durer le. Alors, maintenant, il y a plus le confinement, mais il y a le couvre-feu. Bon. Alors, jusqu'au 19 mai, le couvre-feu, c'est 17 heures. À partir du 19 mai, non, c'est 19 heures. À partir du 19 mai, ça sera 21 heures. Et au mois de juin, ça sera 23 heures. Donc, petit à petit, euh, ah ils oui, ben on maintiennent le suit. peuple sous pression pour qu'il accepte le vaccin, en fait. Ouais, C'est tout, hein. puis ils suivent le Ça, soleil en hein. même temps, parce que les journées allongent Voilà. encore là, jusqu'au 24, 21, 24 juin, là. Le En soleil se fait, couche de je plus en pense plus que tard. Ouais. oui, oui, mais non, là, à mon avis, il y a autre chose, hein. Il y a autre chose. Ils veulent maintenir la pression sur le peuple, hein. Ouais. Ils veulent maintenir la pression. Ben là, on a Bon, entendu le rapport de l'OMS qui vient de sortir cette c'est semaine. c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ça va durer encore 2022, hein. Oui. Et alors, bon, j'ai eu une nouvelle il y a pas longtemps qu'un astéroïde risquait de percuter la Terre dans les 6 mois. Ça, c'est arrivé souvent, cette nouvelle. On ne sait plus qui croire, puis à quoi se Oui, fier, mais on mais là, attendra, et là, il si ça semble. arrive, ben, on dira, il y en avait qui l'avaient dit. On peut pas rien faire Alors, contre un astéroïde. ouais, mais là, il semblerait que les astronomes qui surveillent le ciel pour ça, parce qu'il y a des services qui surveillent les astéroïdes, hein, Oui. ils l'ont pas vu arriver parce que quand un astéroïde arrive face au Soleil à contre-jour, on le voit qu'au dernier moment. Ben Et oui. celui-là, c'est ce qui s'est passé quand il a été découvert il y a, je sais pas, un mois à peu près. On dit, bon, ben, c'est trop tard pour envoyer une fusée pour le dévier, parce que de toute façon, il est trop. Pour envoyer une fusée pour le dévier, il faut le savoir au moins, il aurait fallu le savoir encore 4 mois avant. Oui. Bon, s'il pouvait tomber au bon endroit, ça mettrait fin à cette pandémie, ça mettrait tout le monde d'accord. Euh, Oui. Ouais, je mais te dis, c'est. On vit je une crois qu'il faut quand même, si tu veux, l'humanité maintenant, elle peut pas se redresser toute seule, hein. Il faut vraiment
il faut quelque chose d'imprévu qui arrive pour que ça se redresse. Ouais, hein. Sinon, on risque tout simplement de prendre 12 000 ans de retard et de repartir comme à la fin de l'Atlantide il y a 12 000 ans. On est à peu près au même point, hein, d'un grand reset, mais qui n'est pas celui qu'ont prévu les États profonds. Ouais. Eh ben, écoute, derrière ça, il y a peut-être aussi le phénomène extraterrestre qui ont des capacités supérieures aux nôtres et qui voient très bien Mm. ce qui se Alors, présente pour l'humanité et peut-être leur intervention pour peut-être détourner un astéroïde, ce serait facile pour eux. pour détourner, oui. Oui. Mais pour détourner les astéroïdes, en fait, on peut le faire nous-mêmes, hein. Ouais, si on est Je vais expliquer averti, ça. comme tu dis, assez longtemps d'avance, mais eux, Euh, ils l'ont vu venir, là. hein, je vais te faire une confidence, hein. On pourrait, à 50, changer le cours des événements dans le monde. Alors, a priori, c'est très simple, mais en pratique, c'est irréalisable. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Il faudrait trouver un minimum de 12 personnes. Bon, 50, ça serait mieux, mais ça peut se faire à partir de 12, hein, à partir d'une bonne douzaine. Trouver des personnes qui puissent se réunir dans un coin, dans une clairière, dans un coin désert, tranquille, sans smartphone dans la poche déjà, et qu'on s'entraîne d'abord à parler à l'unisson et à demander qu'un astéroïde tombe au bon endroit, sans préciser forcément l'endroit, hein, tombe au bon endroit, au bon moment, pour stopper, pour réorienter l'ordre du monde. Voilà. Le reste, les modalités, ça ne nous appartient pas, hein. On fait la demande, parce que là-haut, les entités, elles n'ont pas la notion de l'espace et du temps. Elles ne perçoivent pas l'espace et le temps. Donc, si on les informe pas de ce qui se passe sur Terre, elles ont une vision comme ça globale, mais elles ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. Alors, il faudrait parler à l'unisson, c'est-à-dire par exemple, nous vous demandons, la Terre atteint en ce moment un point de non-retour. Il faudrait que les 50 personnes disent par exemple, la Terre en ce moment atteint un point de non-retour, d'une seule voix à l'unisson, tu vois, comme un peu dans... Mais il faut s'entraîner pour ça. Pour à 50 personnes parler d'une seule voix, sans qu'il y ait des voix qui retardent ou qui avancent, il faut s'entraîner. Donc déjà, à 50, il faudrait s'entraîner à faire l'invocation pour le gouvernement invisible. Pas le gouvernement invisible, visible, qui sont les mafieux de l'État profond, mais le gouvernement invisible, qui sont les guides de l'humanité. C'est autre chose, hein. Bon. Et après, parce que pour que l'information soit transmise à l'éther, il faut faire vibrer l'air. C'est en faisant vibrer l'air, donc en parlant à haute voix, qu'on transmet l'information à l'éther. La pensée seule ne suffit pas. Si on a juste des pensées positives, mais qu'on le garde dans notre tête et qu'on ne le dit pas, ça ne marche pas, hein. Il faut l'exprimer à haute voix. Donc à 50, à l'unisson, parler comme ça, contacter le gouvernement invisible. Mais attends, je te Et pose là, des... je peux te dire, ah oui, seulement c'est irréalisable. Je vais te dire pourquoi. Oui, mais attends, Trouve 50 attends. personnes Pourquoi, qui pourraient vivre sans leur... Comment? Oui, mais je vais te dire pourquoi c'est irréalisable. Tout Oui, simplement mais parce que tu attends, ne peux pas avant, trouver je veux te 50 poser personnes. une colle. Pourquoi faut-il la prononcer? Est-ce qu'il parle seulement français ou est-ce qu'il faut le parler en anglais ou il faut le parler en russe, en chinois? Comment ça marche? Il faut le parler dans la langue maternelle des personnes qui font le truc. Ah, Parce que de toute façon, ça se transforme en message, psychique. ça se traduit, ça s'auto-traduit tout seul, peu importe la langue à la limite, hein. OK. C'est comme dans un rêve où quelqu'un te parle en une langue étrangère, mais tu comprends tout ce qu'il dit. Tu vois, Oui. c'est un peu le même système. Bon, alors maintenant, Et dis-moi donc, pourquoi ça ne pourra pas marcher. essaye. Alors pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Tout simplement parce qu'on ne peut pas trouver 50 personnes qui peuvent se passer de leur smartphone pendant 3 jours. Parce que pour qu'un plan puisse être réalisable comme ça, il faudrait que personne ne soit infiltré, enfin que le mouvement ne soit pas infiltré, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne semer la zizanie et foutre la merde, quelqu'un d'un service ou d'une tribu qui vienne foutre la merde. Donc on ne peut pas trouver 50 personnes qui pourraient se passer de cet engin pendant 3 jours. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que c'est pas réalisable. Ça veut dire Mais, il faudrait qu'il n'y ait aucun moyen électronique pendant l'opération. Voilà. C'est ça qui n'est pas réalisable, tout simplement. tu sais que ça me rappelle
la prière des carmélites, des petites sœurs, des religieuses enfermées dans des couvents, oui, cloîtrées. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait rien. Et elles faisaient des mhm, prières à des moments précis pour sauver l'humanité, amener la paix dans ce monde, etc. C'est un peu ce oui, que tu oui. ce que tu répètes ou ce que tu prônes Oui, maintenant. oui, mais en s'adressant, on court-circuite un peu les intermédiaires, parce qu'en demandant de se servir d'un astéroïde pour qu'il tombe au bon endroit, au bon moment, pour réorienter l'ordre du monde, Oui, on court-circuite plusieurs intermédiaires, alors qu'en priant pour que ça s'arrange, il faut d'abord qu'il y ait une autre entité qui dit, bon, ben, comment on pourrait faire pour arranger, tu vois, il faudrait leur laisser trouver elles-mêmes que la solution, ça serait l'astéroïde, etc. Donc, on peut pas, en faisant comme ça, on s'adresse directement à la source, si tu vois. oui, On oui, se oui. court-circuite les intermédiaires. Hein. Moi, je me souviens d'un Est-ce gars qui que, s'appelait Moïse au Québec. Il était allé en Gaspésie avec des adeptes à lui, puis il s'appelait Moïse. On sait bien que c'est pas son vrai nom, là, mais il avait pris le nom de Moïse. Puis il proclamait à tout vent que le ciel était pour nous tomber sur la tête. Bon, il est allé en Gaspésie, qui est une région côtière de l'océan Atlantique, et avec son petit groupe d'une vingtaine de personnes, des adultes et quelques enfants, il s'était caché dans la forêt. Puis ils ont vécu là pendant plusieurs mois, durant l'été. L'automne est arrivé, c'était moins drôle, mais curieusement, sa vision de le ciel va nous tomber sur la tête a coïncidé avec l'arrivée de la tombée du Skylab. Te souviens-tu de Skylab? oui, 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 très bien, Et oui. c'était Oui, une base qui était oui, avant l'ancêtre de la l'ISS, station là. Oui. spatiale, oui, c'est ça, oui, oui, Et oui, il est tombé, ce fameux Skylab, dans l'océan Indien. oui. Mais il Eh ben, c'est un faisait bon des exemple, méditations, comme tu viens de dire, des oui, méditations pour oui. supplier le ciel que le ciel ne retombe pas sur la tête et qu'il tombe. Il Mais y a seulement, même des voilà. endroits aux États-Unis où ils vendaient des casques d'hommes de travail, là, juste pour avoir un casque protecteur au cas Mais où il y aurait des morceaux c'est un qui bon, tomberaient sur eux. tiens, attends, Richard, c'est un bon exemple de réalisation à une harmonique supérieure. Par exemple, comme il n'avait pas précisé quel est le degré du ciel qui devait nous tomber sur la tête, Non. il avait simplement envoyé une information. Et ben, du coup, c'est le gouvernement invisible qui a choisi d'exaucer cette information, mais avec un truc très anodin. C'est un peu exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'avais prévu un tsunami énorme en 2005 dans mon livre écrit en 1990. Hein. J'avais prévu un tsunami énorme en 2005, mais avec beaucoup plus de noyés sur les côtes du monde entier que ce qui s'est passé. Alors, il y a bien eu un tsunami en 2005, mais c'est le tsunami de Thaïlande qui n'a fait que 300 000 morts. Bon, c'était le 26 décembre 2004, hein, comme j'ai dit la dernière fois, on ne va pas chipoter pour une semaine, mais bon, Oui, oui, oui. à une semaine près, j'étais bon. Bon, donc voilà, donc c'est un bon exemple, parce que dans la mémoire de la nature, tu vois des trucs, mais tu ne vois pas ni le lieu ni l'espace, et tu ne vois pas non plus l'ampleur du phénomène. Tu prévois que le ciel va tomber sur la tête, mais tu prévois pas si c'est simplement un petit Skylab ou un gros astéroïde comme celui de 1908. Enfin, un petit astéroïde comme celui de 1908. Il faisait 50 mètres de diamètre. Hein. Bon, Regarde, je te donne un euh, autre exemple, parce que ce sont quand même ouais. des exemples qui ont vraiment mal tourné. Mais David Koresh, ça te rappelle quelque chose, David Koresh, à Waco, aux Attends. États-Unis? Ah oui, ouais, ouais, Bon, Waco, bien qu'est-ce sûr, que bien sûr. disait David Koresh Oui, avec oui. son groupe d'adeptes qui étaient tous renfermés dans une Oui, espèce de grande commune? oui, c'est l'armée américaine qui les a bombardés et puis ils sont tous Ben morts, c'est attends, ça. alors je vais t'expliquer. Tout le temps où Oui, il est installé avec ses disciples, alors qu'ils étaient oui, oui. pacifiques, il faisait faire aucune menace à rien, il disait juste, l'apocalypse approche, on va mourir dans un feu terrible, tout va être brûlé, consumé. Eh bien, Oui, là, les autorités n'ont pas aimé parce qu'il y avait des enfants avec eux, puis etc. Mais ils n'aiment pas qu'il y ait des gens qui soient marginaux. Alors, on les a saisis, on voulait les attraper, mais ils restaient enfermés dans leur bâtiment. Ils ont pris un char oui, d'assaut. Avec le canon du char d'assaut, ils ont défoncé un mur et il y avait un tube. Au lieu d'envoyer des fusées ou des missiles ou des obus par le char d'assaut, ils avaient un tube dans lequel ils laissaient échapper du gaz pour gazer le monde qui était dans les bâtiments. Mais
il y a quelqu'un qui a allumé une flamme et ça a mis le feu au gaz. Et tout le bâtiment passait au feu. Ben oui, ils sont morts. Ils sont morts dans le feu de l'Apocalypse, de leur Apocalypse. Comme David Koresh était persuadé que c'était ce qui était pour arriver, qu'il était pour mourir dans les feux de l'Apocalypse. Jim Jones, ça dit quelque chose encore? Jim Jones. Oui. Jim Jones. Oui, le Guyana. Ben voilà. Il s'était même enfui des États-Unis avec tous ses adeptes pour avoir la Sainte Paix. Puis là, un jour, il est arrivé un émissaire du gouvernement américain qui leur a dit « Non, vous ne pouvez pas rester ici, le pays ne vous accepte plus, il va falloir que vous reveniez aux États-Unis, puis on va établir les règles, puis etc., etc. » Puis Jim Jones a senti que c'était pour mal finir tout ça, parce qu'il sentait pourchasser, piller, etc. Ben, qu'est-ce qui est arrivé finalement? C'est ils se sont tous, soi-disant, empoisonnés par eux-mêmes. Puis d'ailleurs, on dit que les adultes... Oui, non, en fait, c'est un crime. Oui, les enfants ont bu de fameuse limonade, et la limonade a été donnée à tous les autres adeptes, et ils se sont tous immolés de cette façon-là. Puis ils étaient consentants jusqu'à un certain niveau, parce qu'ils se disaient, on ne peut pas endurer de vivre dans ce monde de fou ou de Satan, de ses œuvres, de ses pompes. Alors, ça a encore mal tourné, mais James Jones avait bien vu que le tout était pour mal finir. Bon. Hein? Oui, alors, des cas comme ça, là, de gens qui sont hyper sensitifs, qui sont hyper sensibles, qui captent leur destinée, et ils savent que ça va finir comme ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils provoquent l'événement de manière à ce que ça va se produire, parce qu'ils l'ont comme recherché toute leur vie en disant « ça va finir mal ». Moi, de mon côté, je me suis toujours dit que ça va très bien finir dans mon cas. Alors, je ne suis pas un pessimiste, au contraire. Ah, ce petit monde, c'est dommage qu'il y ait des gens qui déraillent, qui dérapent, qu'à un moment donné, on dirait qu'ils perdent l'équilibre. C'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. Ils peuvent plus. L'être humain orgueilleux, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas travaillé sur soi-même et qui est donc un orgueilleux fini, ne veut pas reconnaître à un moment donné qu'il a fait fausse route. Alors, plutôt que d'enclencher la marche arrière et de la bonne route, il préfère continuer quand même sur la fausse route en se disant on trouvera bien plus loin un embranchement où on pourra rejoindre. Bon, ça marche peut-être dans les plaines où tout est plat, mais ça marche pas en montagne, par exemple. Si tu es engagé dans une vallée, il y a des vallées qui ne communiquent pas. Hein, donc, tu t'éloignes irrémédiablement de la bonne route. Hein, donc, voilà. Et alors, du coup, quand c'est la fuite en avant, ça peut se terminer que par un massacre général. Quand tu pars dans une fuite en avant trop loin, ça peut se terminer qu'en clash. Ben là... Pierre-Henri Bernazet, je te retrouve après le Vidéorandia numéro 8 qui remonte au mois de mars pour aborder avec toi le sujet de ce mois de mai 2021 où on aborde avec tous mes invités de semaine en semaine au cours du mois de mai Bernard de Montréal, le personnage Bernard de Montréal. Tantôt je l'avais placé pour qu'on le voit. Je pense qu'on ne le voit plus. Il est comme disparu. Bon, le voilà. Bon, on le voit. Il y a des gens qui me disent, on vous demande une question et vous allez comme ça. C'est ça, je vais toujours faire ça. Je n'entends plus. Hein. Le but de ce que je fais n'est pas dans le but de faire quelque chose. Regardez la circularité de la réponse. Le but de ce que je fais est dans le but de ne rien faire pour vous. Excepté vous faire sentir par vibration ce que moi je vis par contact. De sorte que vous puissiez éventuellement par vibration sentir, savoir la même chose en passant par des épreuves parallèles. S'il le faut. Les gens sont assoiffés d'occultisme et d'ésotérisme, et les maîtres du monde, et la maîtresse des maîtres du monde. Imaginez-vous si quelqu'un un jour pouvait écrire un livre sur les maîtresses de la sexualité des maîtres du monde. Ça se vendrait comme ça.
C'est normal. L'homme est assoiffé de sensationnalisme. Si quelqu'un un jour arrive et trouve d'une façon assez probante le nom de la maîtresse du Christ, là on va faire toute une histoire. Ça va faire parler des langues. Et ça va faire pleurer des sœurs. C'est bonne, hein? Oui, la maîtresse du Christ, c'était Marie-Madeleine. Mais bon, ça, on a déjà trouvé, on le savait. Bref. Ouais. Alors, oui, Pierre-Henri, là, oui. je sens qu'on a traité de plusieurs cas où ça a été un dérapage total. Dans le cas de Bernard de Montréal, il y a eu des dérapages individuels. Il y a des gens qui ont tellement écouté les conférences de Bernard qu'ils ne comprenaient probablement pas le message et qui ont déraillé, qui ont perdu l'équilibre. Moi, je vais te dire que j'ai perdu un type qui s'est suicidé en allant sous le pont Champlain. Pour les gens qui connaissent Montréal et les environs, il y a un grand pont, et sous l'ancien pont Champlain, en tout cas, avec un tuyau d'exhaust, un tuyau de sécheuse qu'il avait mis sur son envoi de gaz de l'automobile vers l'habitacle, et il a attendu la mort, et il est mort, empoisonné par le gaz carbonique qui a envahi son habitacle. Et sa femme et ses 2 enfants ont été complètement... moi, je trouve ça dramatique, et je me suis pas senti coupable, parce que j'ai quand même présenté Bernard de Montréal pendant des années. On a enregistré toutes ses conférences, on les a distribuées. Et là, on ne peut pas dire que c'est nécessaire de penser qu'à cause, il y a des gens qui vont regarder un film, puis ils vont passer à des actes terribles. Bien sûr, non, t'as pas... Mais bon, dans l'extrait que tu m'as fait écouter, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça veut dire, il explique comment, il est en train de dire en fait qu'on ne peut pas initier quelqu'un directement, mais on peut lui donner des informations qui fait que par vibration, comme il dit, la personne va se mettre dans un état où elle va être réceptive plus tard à une connaissance initiatique, éventuellement en passant par des épreuves, comme il le dit, parce que des fois, l'expérience des autres ne suffit pas. Le propre de l'initié, c'est d'apprendre avec l'expérience des autres, c'est d'éviter d'être sur la croix de l'expérience, de tout refaire lui-même. Mais bon, il y a entre celui qui doit tout refaire lui-même, l'individu lambda, et l'initié, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui, pour certaines choses, vont se contenter de l'expérience des autres, et pour d'autres, ils auront besoin de passer par une épreuve pour comprendre une partie du message. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer en très peu de mots. Hein. Il a dit ça en très très peu de mots. Hein. Alors, Pierre-Henri, je t'ai envoyé quelques questions que je vais commencer à te poser maintenant, puis en cours de route, on écoutera d'autres extraits de Bernard de Montréal. Oui. Alors, je te demandais comme première question, que trouves-tu d'exceptionnel dans ce personnage? Telle a été ta réaction lors de l'enregistrement? Bernard de Montréal. Bon. Ouais, eh ben c'est un vrai initié, lui, je peux te le dire. C'est pas souvent qu'on en voit. Hein. Tu vois beaucoup de vidéos sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de vrais initiés dedans, mais lui, il fait partie du lot. Alors, ce qui caractérise un initié, c'est que même si tu lui poses une question sur un phénomène qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas étudié, eh ben, il a quand même la réponse. La réponse, qui caractérise un initié, c'est que l'initié est connecté directement sur les étoiles ou sur les mondes invisibles, que ce soit consciemment ou non, mais dans tous les cas, quand tu lui poses une question, la réponse jaillit comme ça. Oui. Voilà. Et dès son contact... il y a un certain nombre de gens comme ça. Bon, j'ai tout de suite reconnu ce sixième sens. J'ai écouté, en tout, j'ai dû écouter peut-être 1 heure de vidéos de Bernard de Montréal en 5 ou 6 vidéos, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, etc. Bon, j'en ai pas écouté beaucoup, hein. Ah bon. Mais j'ai tout de suite vu qu'il avait, quand quelqu'un lui posait une question, j'ai écouté une de tes interviews des années 80, où tu lui poses 10 questions en un quart d'heure, mais tout de suite il a la réponse, quoi. Tu vois, ça jaillit comme ça. Bon, ben là, il y a un certain nombre de gens comme ça, hein. Il y avait quelqu'un dans les années 90 assez connu, un Québécois assez connu, qui avait aussi ce sixième sens, c'est un certain Raphaël Payeur. Ça te dit peut-être quelque chose? Ah oui, je l'ai reçu sur mes émissions très longtemps, Québécois. Dans son jeune âge, là, il devait avoir à peine 20 ans, oui. Voilà, ben, il était assez populaire dans le milieu un peu ésotérique en France dans les années 90. Hein. Et puis après les années 2000, il est passé de mode, hein, mais bon.
Ben, il est J'avais entré entendu. dans un mouvement religieux chrétien qu'il appelait Ah, vieille catholique. Un peu comme le, ouais, donc, le, le prêtre là, dans le nord de la France, là, Monseigneur Lefebvre. ouais, donc il a dû être récupéré par un égrégore. C'est dommage, Ben parce là, qu'il n'avait pas regardez besoin de ça. la langue Ouais, latine pour les ouais, mais c'est offices, ouais, c'est la langue je vois, sacrée, je vois, etc. ouais. Ouais. C'est dommage, il n'avait pas besoin de ça, il avait réponse à tout, il n'avait pas besoin de ça pour avancer, quoi. Mais bon, tant pis, hein, Hey, c'est c'est son bon que tu destin. soulèves. Je savais pas Bon, bah, que. alors, je te donne d'autres exemples de gens comme ça qui, bon, bah, un autre exemple que tout le monde connaît, c'est Rudolf Steiner. Tu lui posais une question, hop, la réponse jaillissait comme ça. Les gens qui l'ont connu sont unanimes. Et une fois sur 100, il te disait, ah, là, je sais pas. Ça arrivait une fois sur 100 à peu près. Bon, alors, c'est en ce sens que, bon, Bernard de Montréal, j'ai tout de suite vu qu'il avait ce sixième sens, tu vois. Ouais. En l'écoutant un quart d'heure, j'ai tout de suite vu que, voilà. Mais lui, Bon, il je disait reconnais jamais, je parce ne que, sais pas. Il disait, ils me répondent pas. Lui, il parle de son contact. On l'a entendu, il a dit, moi, mon contact, alors que oui, pour oui, vous, oui, ça oui. va être vibratoire, moi, c'est par contact. Et contact, je me suis toujours demandé, mais est-ce que c'est un contact avec des extraterrestres? Est-ce que c'est un contact avec son double? Est-ce que c'est un contact avec des entités qui sont peut-être pas fréquentables, mais qui l'amadouent, ils veulent amadouer la population en entendant quelqu'un de super génial qui donne des réponses à tout? Puis jamais, Mhm. moi je l'ai reçu pendant 25 ans, on a entendu Bernard de Montréal au Québec, de 1977 à 2001-2002, là, il est décédé en 2003. Et donc, il a fait un bon 25 ans. Et Mhm. jamais il ne s'est contredit alors qu'il a été interviewé par Richard Glenn au départ, François Payette ensuite, Daniel Ménard. Chacun le bombardait par différents angles, différents aspects, et tout était cohérent tout le temps. Mhm. C'est pour ça que c'est un phénomène réellement. Oui, ben, si tu veux, selon moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher les extraterrestres, hein. Selon moi, il était tout simplement comme tous les gens comme ça qui ont ce sixième sens, c'est-à-dire qu'il leur fait tout de suite sentir la réponse à quelque chose sans même avoir étudié le phénomène. Eh ben, c'est que il est tout simplement, qu'il le sache ou non, en contact avec la même nature. Il a retrouvé la source, c'est tout, hein. Ah, et il y a à peu près 10 000 ans, tous les gens un peu cultivés, disons, avaient ce sens-là. Oui, hein. Bon, c'était des femmes à l'époque, hein. Il y a 10 000 ans, l'humanité était matriarcale. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y avait plus d'initiés EES que d'initiés. Mais bon, ça s'est inversé il y a 6 000 ans. Bon, mais dans tous les cas, ce sens-là était beaucoup plus inné il y a 10 000 ans. Et petit à petit, au fur et à mesure que les millénaires ont avancé, c'est comme si chaque année, tu as un certain nombre de gens qui coupaient la connexion, tu vois, clac, clac, qui se déconnectaient de la source, de plus en plus. Et alors, quand le Kali Yuga a commencé, alors là, là, ça a été général. Quand l'humanité est devenue patriarcale et que le Kali Yuga a commencé, ça a été des massacres, des guerres de sexe, ça a duré 3500 ans. La population mondiale n'a pas bougé pendant 3500 ans, tellement les gens se massacraient entre eux. Ouais. Hein. Puis il y avait L'humanité est restée à 100 millions d'habitants pendant 3000 ans. en Hein. plus, il y avait C'est les sacrifices humains, soi-disant, pour les dieux. On immolait des vierges, on arrachait le cœur des plus vaillants, des plus... ouais, ça en fait, c'est l'ancêtre de la pédocriminalité organisée. Ça vient de là. ouais, il y a ça aussi, oui. Ouais, j'explique un peu ça dans mon dernier livre. Alors, deuxième question, c'est comment avais-tu découvert Bernard en écoutant des cassettes, en regardant des vidéos de YouTube, qui t'a amené à, à découvrir ce personnage-là? Ça s'est Eh fait ben, comment? c'est une amie qui m'en a parlé, hein, qui m'a dit, tiens, tu devrais écouter ça. Oui, oui. Mais t'as pas eu Je l'air connaissais d'en pas. écouter beaucoup? T'as pas eu... Et d'ailleurs, elle m'en a parlé que quelques jours avant notre première interview, Ah oui. le 24 février, hein. Ah oui, 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 oui. La synchronicité est amusante. Troisième question. Savais-tu que presque toutes les conférences de Bernard sont maintenant disponibles en PDF sur Internet, gratuitement? Oui, oui, j'ai appris ça il y a quelques jours, hein. Quand tu m'as à nouveau contacté Oui. pour une entrevue, du coup, je suis allé voir un peu, pour en savoir un peu plus, quoi.
Oui, c'est le site de Mais, Jean-Jacques et Marité, qui sont mais justement bon, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, mais eux, comme, sur le côté de l'Atlantique. oui, Et puis Jean-Jacques oui, est décédé d'un cancer. Déjà, il était affublé de ça au départ. Et il est mort comme oui, Bernard. Et Jean-Jacques, ben, il est vraiment le portrait à la fois oui, physiquement, mais psychiquement oui, de François Payotte. Tellement j'ai eu un invité qui est venu ici, qui a écrit à propos de Bernard de Montréal, et je lui avais préparé la surprise de le faire voir avec ce Français qui avait le même âge, la même allure, la même prononciation, évidemment, la française, et le même ton de voix alors, que François il y a deux Payotte. choses là. Ouais. Ouais, Il y a deux choses. Alors, la première fois, je t'ai répondu que je pouvais pas en quelques jours, au moment où il faut faire le potager et tout, non, non, ben écouter non, toutes c'est les sûr. vidéos. C'est matériellement impossible. Alors, la deuxième chose, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qu'il est mort d'un cancer. Donc, Ouais, alors, ce que j'ai vu dans la mémoire de la nature sur Bernard de Montréal, c'est que il s'est trouvé à un moment de sa vie dans un conflit énorme, un conflit interne, hein. À savoir que il a compris que certains avaient essayé de le manipuler à partir d'un certain moment où il devenait un petit peu connu. On a essayé de le manipuler. Ça vient d'un certain état profond, disons, hein, toujours les mêmes, hein, voilà. Et du coup, ça a engendré chez lui un tiraillement interne, hein. Il se dit merde, mais ça c'est je pense qu'il a fait, c'est ça c'est le conflit, parce un cancer, ça se déclenche jamais tout, il n'y a pas par hasard, hein. Un cancer, ça se déclenche toujours. Il faut le fournisseur de matériel de construction et le plan de l'architecte. C'est comme une maison qui se construit. Alors, pour guérir d'un cancer, soit il faut supprimer le plan de l'architecte, soit il faut boycotter le fournisseur de matériel de construction. Alors, quand tu fais que l'un des deux, c'est très difficilement réalisable, parce que si tu boycotter le fournisseur de matériel de construction, ça veut dire qu'il faut quasiment manger tout cru et supprimer tout ce qui est toxique et tout ce qui peut alimenter les cellules cancéreuses. Socialement, c'est quasiment impossible, ouais. enfin, c'est très difficile. Et supprimer le plan de l'architecte, ça veut dire qu'il faut trouver le conflit qui a déclenché le cancer. Conflit vécu dans l'isolement en général, hein, qui a déclenché le cancer. Un conflit dont on n'a pas pu parler, qu'on a dû garder secret. Tu vois, c'est surtout ça. Bon, si on a un conflit mais qu'on en parle à tout le monde, on échappera beaucoup mieux au cancer que si on est obligé de le garder secret et de ne pas parler. Et là, il a été obligé de garder le secret. Il pouvait pas dénoncer ces manipulateurs parce que quelque part, c'est eux qui faisaient sa promotion, hein. Alors, qui pouvaient du jour au lendemain mettre fin à l'aventure. Alors du coup, il s'est trouvé coincé. Et alors, ce que j'ai été frappé, c'est que j'ai écouté deux extraits de vidéo, un qui datait de 1988 et l'autre exactement 10 ans plus tard, de 1998. Et j'ai été frappé qu'en 10 ans, il avait terriblement vieilli. Pendant ces 10 ans, de 88 à 98, il avait pris peut-être 20 ans à 98, il avait une voix de vieillard. Ouais. Alors qu'en 88, il avait encore la voix jeune, il était encore dynamique, encore, tu vois. Alors je me suis dit, là, ce gars-là, il a eu un conflit énorme, hein, qui le fait vieillir à toute allure. Et bon, bah, c'est sans doute pour ça qu'il est mort de son cancer. Si un jour on fait la biographie de Bernard de Montréal, je te dirais que tu n'es pas loin de certains éléments réels, parce que je l'ai connu jusqu'à sa mort. La différence, c'est que moi, je l'ai quitté justement après 88. À la sortie de son livre La jeunesse du réel, Geneviève a montré le livre il y a quelques instants. Et ce livre-là, on l'a lancé autant à la ville de Montréal qu'à la ville de Québec, devant, je te dirais, plus de milliers de personnes. Et c'était une véritable Bible. Je l'ai derrière moi. Et c'est un livre volumineux qui est un Oui, chef-d'œuvre. c'est un pavé. D'accord. Bon, Oui, quand tu 600 ouvres pages. ça, là, c'est quasiment comme une Bible, hein. Oui. C'est Mm, volumineux, là. Et c'est d'accord. en matériel, c'est pas du carton, c'est un matériel particulier, là, avec le signet et tout, là. C'est quelque chose de très, très professionnel et de grand luxe, avec un Il fait numéro 600 de... pages. Il doit faire 600 pages à peu près, non?
Combien il fait? Je vais te dire, 600 pages? 830 pages. 830, hein, le papier est plus fin que je croyais. D'accord, oui. 830 pages. 830. Et c'est d'ailleurs dans une boîte, il y a une boîte qui va avec, qui glisse dans une boîte pour se garder. Et c'était assez incroyable, ici à Montréal, on a le Salon du Livre. Tu sais, c'est quoi un Salon du Livre, hein? Il y en a un à Francfort, il y en a sûrement en France, dans différentes villes. Et le Salon du Livre de Montréal, qui est quand même un gros salon du livre, je reçois le lundi matin un téléphone. Le directeur du Salon du Livre de Montréal, qui avait lieu simultanément à la sortie de ce livre-là, mais en privé, devant des milliers de personnes, mais en privé. Et le directeur du Salon du Livre me dit, « Monsieur Glenn, mais il dit, paraît-il que vous avez fait le lancement d'un livre à la salle Le Plateau de Montréal, devant des milliers de personnes. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Au Salon du Livre, on s'aurait fait un grand plaisir de recevoir un auteur si important, sortir un livre qui valait plus de 100 $ le numéro et en vendre des centaines dans une fin de semaine. Ben là, j'ai dit, écoutez, c'est parce que Bernard de Montréal n'a jamais été reconnu dans les milieux officiels. Alors, on a continué à rester en marge. Oui, mais enfin, attends, je mets un bémol à ce que tu dis, c'est que si le directeur d'un salon de la capitale du Québec, quand même Montréal, voulait présenter ce livre, c'est quand même que, quelque part, il n'y avait pas d'interdit concernant Bernard de Montréal. Parce non, il n'y a jamais eu d'interdit. Voilà. Bernard a toujours été réglo. Oui, mais pourquoi? Il avait quand même il avait quand même l'autorisation invisible, hein, d'un certain état profond pour publier ses enseignements. Oui, là on voit un autre de ses livres là. Je te donne un exemple. Tu vois, moi j'ai une amie qui est suisse et qui a organisé 3 salons du livre en 2015, 2016 et 2017. Et elle invitait des auteurs peu connus et elle m'a invité. Oh, bravo! Et elle m'a invité et c'est d'ailleurs suite à ces 3 salons que mon 3e bouquin est sorti. Bon. Eh bien, on a tout fait, les autorités locales ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, faire que financièrement elle soit coulée. Ils ont récupéré son salon à la même date, et ils ont organisé leur propre salon à la même date l'année suivante pour lui piquer son salon, pour que les gens aillent dans l'autre salon, pour qu'elle n'ait personne. Pourquoi? Parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle n'était pas contrôlable. La preuve, c'est que quand il y a eu un certain nombre de conférences à ce salon, et à la conférence, bon, il y avait... c'était des petites conférences en comité privé, il y avait 15 personnes. Hein. Bon. Oui. Eh bien, je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, travaillait pour le renseignement, qui a assisté à toutes les conférences, y compris la mienne, d'ailleurs, et qui posait des questions à tout le monde. Ça veut dire que, quelque part dans le renseignement, il y avait quelqu'un qui voulait savoir qui étaient ces auteurs inconnus que cet ami voulait faire connaître par ses salons du livre. Autrement dit, on aurait voulu, les autorités locales, enfin je dirais peut-être même la franc-maçonnerie ou les Sayanim locales, auraient voulu que les auteurs qu'elles présentent soient homologués par l'état profond, si on veut. Hein. Ouais. Et quelque part, comme elle passait outre, hein, comme elle invitait qui elle voulait, elle ne demandait rien à personne. La preuve, c'est qu'elle m'a invité. Et bien, du coup, on lui a coulé son salon du livre. Donc, si, inversement, à Montréal, au contraire, on aurait voulu que ce livre que tu tiens entre les mains soit présenté, c'est que quelque part, le Bernard de Montréal avait reçu le Stempel, avait reçu comment dire, il était homologué. Il était déjà homologué par les états profonds. Ça veut dire, celui-là, on le connaît, c'est bon, vous pouvez le laisser parler. Tu vois? Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est pas bon. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il dit des tas de choses très intéressantes que je partage pour certaines. Mais
c'est ce que j'appellerais de la spiritualité contrôlée, ou contrôlable plutôt dans son cas. Donc contrôler, c'est quand on dit à la personne ce qu'elle doit dire. Lui, ça n'aurait pas marché. Donc lui, c'était de la spiritualité contrôlable. Ça veut dire que, bon, on encadre le bonhomme. Oui. S'il dit quelque chose qu'il ne faut pas dire, on a les moyens de le faire taire. Il suffit de lui supprimer l'entrée au salon du livre, par exemple. Alors du coup, il s'est aperçu de ça, Bernard. Hein. Il a dû s'en apercevoir. Et je pense que son cancer a été... Le conflit qui est à l'origine de son cancer a été déclenché par ça. Il s'est aperçu de tout ce qu'il y avait en Je te sous-main, dirais de tout que, ce qu'il y avait connaissant en... sa vie privée et intime, je sais qu'il est arrivé trois événements qui sont focalisés à un moment donné dans sa vie, tout en même temps. Il y a eu un divorce, en passant. Ça a été un choc. Oui. Ça a été un choc. Et il y a eu d'autres événements qui sont arrivés, bang, bang, bang. Et quand tu te fais bombarder par en avant, par en arrière, par en haut... Ah bah c'est sûr que quand il... Bon, mettons qu'il se soit aperçu de ce truc-là, mais qu'en plus, il y a eu un divorce, autre chose et autre chose, alors c'est sûr que si tu as un bombardement de contrariété, là... Surtout avec le niveau de conscience que ce type-là avait. Eh oui, eh oui. Ben, Eh oui. pour lui, là, la vie des humains ordinaires, ce que j'appellerais, moi, le macrocosme standard, ça fait pas avec la physique quantique. Lui, il voyage dans la physique quantique dans ses propos tout le long, tout le long, tout le long. C'est un homme, d'ailleurs, il fait beaucoup la promotion de l'éther, hein, le corps éthérique, l'éther. Tu en as parlé toi-même dans l'introduction tantôt. Oui. On pourrait s'en parler. Sais, oui. À propos de la physique quantique et de l'éther, je peux te raconter une brève histoire d'éther, mais très 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 courte. Hein. OK, donne-moi juste le temps de dire que je voulais vérifier dans son livre. Eh bien, il était homologué, son livre. Il y avait l'ISBN. Alors, si un livre a un ISBN... Ah, mais tous les livres publiés ont l'ISBN, les miens aussi l'ont. Hein. Oh, oui, ça c'est correct, mais ça c'est dire qu'il n'a pas voulu être à ce point-là marginal. Parce qu'il aurait bien pu le publier sans aller chercher des ISBN, puis ça vient de finir. Tu publies, tu imprimes, puis ça marche, mais c'est pas vendu dans les librairies. Ouais, mais, non. Maintenant, tu peux plus publier un livre sans ISBN. Hein. Du coup, si tu le fais, tu n'as plus aucun droit d'auteur. N'importe qui peut te piquer le livre. Ah bon, oui, bien évidemment. Ouais. Mais quand quelqu'un est supérieur à ça, il s'en fout carrément, puis il le fait. Même mon dernier livre qui a été publié à compte d'auteur à 100 exemplaires seulement, c'est une publication confidentielle, eh ben, il y a quand même un ISBN, tu vois. Oui. Ouais. Alors, je reviens avec des questions pour Pierre-Henri Bernazet. Oui. Allez. OK. Y a-t-il des éléments dans les propos de Bernard de Montréal qui pourraient être dangereux? Dangereux à être diffusés et... ou alors plutôt, ce serait des gens qui écouteraient les propos de Bernard de Montréal sans bien les comprendre, qui pourraient les débalancer. Est-ce que toi, tu as des réserves quant à la diffusion de l'information? Est-ce qu'on peut tout dire à tout le monde et à n'importe qui? Non, mais non, ben justement. Alors, dans les propos de Bernard de Montréal, il n'y a rien qui est dangereux collectivement. Par contre, il y a certains propos qui peuvent être dangereux pour une personne si elle est trop fragile pour les entendre, si ça la fait, tout d'un coup, ça lui donne un éclair de conscience qui fait qu'elle considère sa vie avec horreur et que, oulala, bon, évidemment, quand on avance trop vite, si on évolue trop vite, on s'autodétruit, hein, c'est simple. Donc il faut réguler la vitesse d'évolution de façon à la rendre compatible avec la vie, parce que la conscience s'oppose à la vie. Si on devient trop conscient, on devient trop fragile. Hein, et inversement, comme dit le proverbe, à brebis tondue, Dieu mesure le vent, ou alors bienheureux les idiots, comment on dit, non, c'est pas ça. Là où l'ignorance rend heureux, il est fou d'être sage. Là où l'ignorance rend heureux, il est fou d'être sage. Tu vois. Voilà, donc. C'est donc bien dit, effectivement, Pierre-Henri, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Puis, Voilà. Bon, mais ça fait froid dans le dos parce que tu te dis, écoute, bienheureux, gardons-les ignorants, on les dominera mieux. Eh oui. Il est oui, oui. Seulement maintenant, on arrive à un moment où, au niveau du gouvernement invisible, moi je distingue le gouvernement invisible, visible, qui sont les mafieux de la mondialisation, mais il y a aussi le gouvernement invisible, qui n'ont plus de corps physique, quoi, qui ne sont pas incarnés. Bon, ben, à ce niveau-là,
ce qui se passe actuellement dans le monde se voudrait être une initiation collective. C'est-à-dire qu'on on peut plus maintenant continuer à être dans l'ignorance, mais ils s'y prennent très mal. C'est ça, le fait que l'invisible n'a pas de connexion, dans l'invisible, ils n'ont pas l'espace et le temps, ils se rendent, comme je te disais tout à l'heure, ils se rendent pas compte de ce qui se passe réellement sur Terre. D'ailleurs, par exemple, quand un médium communique avec un mort, très souvent, le mort lui demande, mais en quelle année êtes-vous? Parce que le mort, même s'il s'est passé 50 ans, il les a pas vu passer les 50 ans. Il a l'impression que c'est hier ou Oui, avant-hier. c'est ça, exactement. Ouais. Bon, eh ben c'est pareil. Donc ces gens dans le monde invisible, ils organisent ça comme ça, mais du coup, comme le relais, c'est des mafieux, le relais d'en dessous qui prennent l'information, c'est les mafieux de la mondialisation, du coup, ils s'y prennent très très mal, mais très très mal. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut une intervention extérieure pour réorienter l'ordre du monde. Sinon, il va se passer la même chose qu'il y a 12 000 ans, à savoir la Terre, la lithosphère qui se décale de 30 degrés, donc la latitude des différents pays va changer. Certains pays vont se retrouver au pôle, d'autres à l'équateur, et du coup, il y aura tout recommence comme il y a 12 000 ans. C'est une sorte de fin de l'Atlantide qu'on nous prévoit. Oui. Alors, ça peut être plus ou moins violent selon la résultante des bonnes volontés qu'il y a sur Terre. S'il y a suffisamment de gens qui ont évolué pour faire repartir le truc sans repartir au néolithique à zéro, sans tout recommencer, ça pourra se faire. Mais inversement, s'il y a besoin de tout effacer, et bien dans ce cas, on repart au néolithique comme il y a 12 000 ans. Hein. Oui, monsieur, c'est pas beau à voir venir, mais justement, dans la prochaine partie de notre rencontre, je vais m'amuser avec toi, Pierre-Henri, en entendant Bernard de Montréal nous parler de maintenant. Il est décédé en 2003. En 1983, je l'avais fait projeter en 2023, 40 ans plus tard. Oui. Et j'ai fait parler Bernard de Montréal sur 2023 ou 2025 pour laisser passer le gros choc de 2023. Pour après ça, on retombe sur nos pieds en 2025 pour se dire, bon, ben là. Mais j'ai hâte de voir tes commentaires là-dessus. Mois de juillet 1983. Toujours en me situant au rôle du personnage de 1983 qui parle à vous de l'au-delà, de l'an 2000. Je demande au nom de l'humanité pourquoi sommes-nous obligés de vivre dans notre corps physique cette tension? Pourquoi s'être incarné à cette époque? Pourquoi, consciemment, n'avons-nous pas choisi l'après-demain, être fils de gens de la 6e race? Parce que d'abord, les évolutions ne sont pas terminées et aujourd'hui, en 1983, dans cette période finalitaire, ou finale, si vous voulez, de l'évolution, c'est la meilleure période d'incarnation pour l'homme parce que c'est la période de plus grande expérience. C'est dans cette période intense, dans cette période chaude et froide, où le sentiment romantique a disparu, où la normalisation des relations humaines, où les grandes formes idéales de l'humanité, où le beau qu'a construit la civilisation commence à dépérir. Donc l'homme est laissé de plus en plus seul, et l'homme est laissé de plus en plus avec son désespoir, et l'homme est amené à travers notre énergie, à travers notre travail, à pouvoir petit à petit reconquérir son droit, c'est-à-dire reconquérir son pouvoir sur la vie, c'est-à-dire reconquérir son pouvoir sur l'événement, c'est-à-dire reconquérir son droit à ne pas vivre la condition humaine. Donc, pour que l'homme le vive, ceci, il faut qu'il naisse dans une période qui est propice, et les meilleures périodes pour l'évolution, les meilleures périodes pour l'expérience de l'homme, les meilleures périodes pour l'agrandissement de sa relation entre lui et nous, à travers les expériences de l'âme. Ce sont les périodes difficiles, douloureuses, les plaies, les guerres, les famines. Pouvez-vous nous expliquer un peu, puisque nous sommes de la province de Québec, le rôle joué par un certain Bernard de Montréal qui est décédé depuis?
Ce Bernard de Montréal était un homme très simple, un homme qui avait une certaine convenance sociale. Apparemment, il s'habillait bien. Il était plaisant, et ainsi de suite. On s'est laissé dire que derrière le voile, Bernard de Montréal est devenu conseiller pour des organismes politiques, économiques, sociaux à travers le monde, un peu comme un prince noir dans l'ombre. Il a aidé à l'établissement de notre nouvel ordre de choses. Oui, ça faisait partie de ses activités d'entrer en liaison personnelle, si vous voulez, fermée, des liaisons fermées avec des gens qui faisaient partie de l'ordre social, afin souvent de les éclairer dans leurs propres intelligences, parce qu'ils connaissaient des gens particulièrement intelligents, sensibles, des gens qui avaient un poste clé dans différents organismes, et il parlait avec ces gens et il ouvrait petit à petit leur esprit à des idées qui pouvaient servir éventuellement à la stabilisation des forces sociales sur le plan matériel. Il a été pendant quelques années l'ami, dirons-nous, intime de Richard Glenn. Il a laissé un grand nombre de cassettes de ses conférences avec Bernard de Montréal, de vidéos sur l'ésotérisme, de films et tout le reste. Est-ce qu'on pourrait mettre cette forme d'activité dans le lot de ce qui a été organisé par nous? Oui, parce que ce Bernard de Montréal que vous mentionnez, ce n'était pas un homme à perdre son temps. Donc, il savait avec qui il travaillait. Il avait même instruit Glenn du fait qu'il devait travailler avec lui. Et Glenn, à cause de sa très grande sensibilité, apparemment c'était un homme très sensible, reconnaissait avec grande facilité ce lien qui existait entre lui et ce bonhomme. Et ils travaillèrent ensemble pendant un certain nombre d'années. Et l'harmonie qui régnait entre ces deux bonhommes, et c'était une harmonie qui était gentille, simple, calme. Il n'y avait pas d'opposition. Il y avait une liberté totale. Glenn travaillait de son côté et l'autre travaillait du sien. Qui êtes-vous? Celui dont on entendait la voix depuis 1 heure, situé en l'an 2023. Vous vous êtes situé au rôle de qui? En 2023, je ne suis plus sur le plan matériel, je suis dans ce que nous appelons les terres. Je fais partie de la terre, je travaille avec l'homme, je suis en charge de certaines activités importantes. Je suis un scientifique et j'aime mon travail et je demeurerai ici tant que je n'aurai pas fini mon travail. Celui dont on entend la voix depuis 1 heure, qui est sur le plan éthérique, reconnaît-il qu'il y a encore des humains semblables ou très semblables à ceux dont on a parlé pendant 1 heure, qui existaient en 1983-85? Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a très peu encore de la 6e race. Nous avons, si vous regardez en dehors de nos cités, de nos villes, nous voyons des êtres qui sont seuls, des pays qui sont en train de reconstruction, mais au moins aujourd'hui, nous pouvons, avec le temps, tout ramener à l'ordre. Mais l'humanité sera seule, l'humanité sera sans guerre, mais l'humanité ne sera pas complètement sans souffrance, parce que les hommes doivent en arriver un jour à non pas seulement être conscients de nous, mais les hommes un jour doivent être conscients comme nous. Merci. On écoute, pour terminer, on va écouter encore un court extrait de Bernard. Vas-y. Et puis après, on va terminer le vidéo Randia numéro 20. Mais on va continuer cette démarche ensemble, si tu es d'accord, comme on l'a fait l'autre fois. Puis on aura des extraits de Bernard de Montréal qui nous parlent de 2023 et 2025. Oui. Alors, on retourne voir Bernard.
de dire qu'on sait c'est une valeur de jugement sur soi-même. De dire qu'il faut savoir, c'est une condition d'existence mentale pour parvenir à la recherche de la réalité sous toutes ses formes. Concernant les cataclysmes, j'ai aussi mentionné que je ne fais pas de prophétie. Le seul moment où je fais de la prophétie, c'est de personne à personne, mais jamais en public. Si jamais je fais de la prophétie, ce sera assez assommant et ce sera dans des conditions de vie personnelle très spéciales. Et je n'entrevois pas ça avant un certain nombre d'années. Il y a faire de la prophétie et faire de la prophétie. Être clairvoyant ou être voyant, c'est une chose. Faire de la prophétie, c'est une autre chose. Et se donner comme tâche de dire publiquement ce qui doit arriver avec certitude et précision, c'est une autre chose. Je connais les conditions personnelles qui me permettraient de faire de la prophétie, et ces conditions sont extrêmement rigides. Je n'ai aucune intention de faire de la prophétie, de me faire dire le lendemain que je n'avais pas raison. Je n'ai aucune intention d'être une marionnette. Une personne qui fait de la voyance ou de la clairvoyance, qui se trompe, ça passe. Une personne qui le fait en public, sans s'impliquer totalement dans ce qu'elle dit, ça passe. Mais une personne qui le fait comme je le ferai, c'est extrêmement sérieux, c'est très dangereux, parce que la prophétie supramentale, ce n'est pas de la voyance. Ce n'est pas de la clairvoyance. C'est précis. À la seconde, et ça implique automatiquement un mouvement vibratoire dans la conscience planétaire. Lorsque les grands mouvements se feront, les gens seront avisés. Mais me demander de faire de la prophétie, c'est me demander de faire du théâtre. Il y a des gens qui peuvent faire de la prophétie, qui sont connus comme étant des gens célèbres dans ce domaine-là, qui font du bon travail. Ils ont les vibrations pour ça, ils ont la personnalité pour ça. Des fois, ils se trompent, c'est normal. Mais la prophétie supramentale, ça ne se trompe pas.
Et quand on est arrivé au point où on n'a pas le choix de ne pas se tromper, il faut attendre que le moment soit venu, et ce moment-là n'est pas dicté par moi, par des amis ou par un public. Et je vous assure que si jamais je mets ma tête à l'épreuve, je le ferai en toute certitude et je m'assurerai d'être totalement protégé. Bernard de Montréal est un personnage très particulier. C'est spécial la manière de parler de Bernard de Montréal. Est-ce que toi, tu comprends un peu ce qu'il veut dire quand il dit de la prophétie supramentale, oui. c'est pas de la voyance? Ah oui, ben bien sûr. Bien sûr, la voyance, ça fait appel à des perceptions du passé. C'est flou. La voyance, d'abord, c'est flou. Et on ne voit pas l'espace ni le temps. Ouais. On peut voir. C'est un peu comme la mémoire de la nature. La mémoire de la nature, on voit des choses, mais on ne voit. On ne voit pas l'ampleur d'abord de la chose. Comme je t'ai dit par exemple pour le ciel de tombe sur la tête tout à l'heure, on ne sait pas si c'est juste quelques tonnes du Skylab qui vont faire juste quelques petites étoiles filantes en tombant, ou alors si c'est un gros astéroïde. Ce qu'on voit, c'est que quelque chose va tomber, point. Alors que la prophétie supramentale, c'est autre chose. C'est pas une voyance directe. C'est quelque chose, on perçoit la résultante de tout un tas de forces, d'événements qui se sont passés dans le monde, et on perçoit par le biais du supramental ce que tous ces événements, tout cela mis ensemble va donner dans un futur X. Tout ce qui s'est passé, par exemple, entre 1980 et l'an 2000, entre certaines personnes, va donner 10 ans plus tard autre chose. C'est ça que le supramental, c'est percevoir le retour comment va se faire le retour à l'équilibre. Parce que dans la nature, tout est équilibre. Et comme ce qu'on vit en ce moment, il y a de plus en plus de déséquilibres qui s'accumulent, il faut à un moment donné faire revenir tout ça à l'équilibre. Et la perception, la prophétie supramentale, c'est de deviner comment ce retour à l'équilibre va se faire. C'est plus, c'est pas une vision au sens propre du terme, c'est plus une perception de l'équilibre universel. Je vais passer à la trappe. Voilà, alors c'est ce qui va terminer notre Vidéorandia numéro 20 avec Pierre-Henri Barnezet. Ensuite, est-ce que tu es bon pour qu'on fasse encore 1 heure? Mais là, ça va être pour réserver au Club Créé, où on va aborder la fameuse année 2023 vue par Bernard de Montréal, alors qu'on était en 1983, il y a 40 ans. Oui. Et tu as tout de suite réagi en disant peut-être que c'est pas 2023, mais ce serait plutôt, quelle année tu as dit, 2024? Non, moi ce que je pense, c'est que le coup de grâce du coup tordu, s'il n'y a pas d'astéroïde dans 6 mois, le coup de grâce du coup tordu va se faire l'année prochaine, 2022. Oh là! Du moins, c'est prévu pour 2022. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. S'il y a un contre-pouvoir qui se manifeste, ça se fera pas comme prévu. Mais moi, quand je parle de 2023, c'est toujours fin février 2023, donc tout à fait au début de l'année 2023. 2023, c'est le retour à un équilibre un peu moins pénible, disons. OK. Bon, ben alors, je me retourne vers mon public pour vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, avec Pierre-Henri Barnezet qui vient de nous ouvrir la porte sur quelque chose d'important qui devrait arriver en 2022, avant 2023. On s'en reparle tantôt dans le Club Créé. Abonnez-vous au Club Créé. C'est de cette façon-là qu'on est capable de financer la production de nos émissions qui sont gratuites tous les samedis soirs au Vidéorandia du samedi soir, mais aussi qui nous permettent d'avoir justement des prolongations, un site dédié dans lequel on se sent libre de présenter des sujets qui sont parfois assez controversés ou peut-être troublants pour des gens qui ne seraient pas préparés, comme ceux qui ont été troublés par Bernard de Montréal ou par d'autres espèces de gourous qui ont entraîné avec eux des gens dans des hécatombes qui ont été provoqués de l'extérieur ou qu'ils ont entraînés par leurs propres paroles, leurs propres actions. Ça,
c'est à juger des gens. Avec le temps, l'histoire nous permettra de trouver la vérité derrière tout ça. Ben voilà, alors comme à l'habitude, je vais demander à Geneviève de lancer le générique et bonne semaine. C'est bien de Mont-Saint-Hilaire que vous parvenez à cette émission. La ville à la campagne. Les pommiers sont déjà tout en fleurs. Nous étions samedi le 15 mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 20. À l'automne, vous êtes bienvenus de venir cueillir vous-même des pommes dans les pommiers du Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Pierre-Henri Barnezet, chercheur intuitif et auteur de plusieurs livres. Pour les abonnés au club créé du mois de mai, il y a la suite. Qui parle par Bernard de Montréal? Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant, dont le lien est ici, premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires pour avoir un lien direct et gratuit au complément Surprenant. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et le concepteur du club créé, François Deschamps. Pour le mois de mai, justement, dans le club créé, Alain Niala, philosophe, Denis Jutras et Pierre-Henri Barnezet. Et la semaine prochaine, un spécialiste de l'éther scientifique. Au mois d'avril, parlant de scientifique, nous avions des physiciens quantiques et aussi un théologien. Alors, pour entrer dans le club créé, vous voyez ici l'adresse. Prenez bien en note ces 3 adresses, on ne sait jamais. Pour le club créé, orandia.ca. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié pour toute notre équipe. Merci et bonne semaine. Et au plaisir.